tu vas présenter ce que tu vas faire après. On voulait juste vous faire une petite introduction sur ce que c'est, pourquoi, qui est-ce qui organise ça. Donc je fais partie du KBT, Crèce-Brest Transition. Je te le... C'est une association qu'on a fondée, qu'on a lancée officiellement l'été dernier, donc avec plusieurs personnes qui sont dans la salle et puis des intervenants. Là. Ah, parce que c'est filmé, c'est ça? Oui. Ça y est, c'est parti. Du coup, il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont lancé une association qui souhaitait donc accompagner, fédérer autour des transitions en Centre-Bretagne. Donc là, il y a Agnès, il y a Bertrand, il y a Julien, il y a Julie aussi. Julie est déjà partie peut-être. Elle est dehors, voilà. Donc il y a plein de gens qui avaient participé, il y a plein de gens aussi parmi vous. Johanna aussi qui a rejoint le cercle de coordination. Karine, enfin voilà, il y a plein de gens qui soutenaient ce lancement de cette association. L'idée en fait c'était de... Pardon? Ça va passer devant la caméra à chaque fois. Ouais. C'était du coup de fédérer, soutenir et faire progresser les acteurs du Centre-Bretagne pour rendre la vie locale voilà, fertile, soutenable, solidaire, résiliente et joyeuse. On avait envie, voilà, en arrivant, on est des nouveaux arrivants sur le territoire, et on avait envie de faire plein de choses. Et on s'est dit comment on pouvait participer pour lancer plein de sujets autour des transitions. Et donc notre mission, c'était de créer du lien entre des acteurs déjà présents et engagés. Donc en fait, on n'est pas là pour réinventer les choses, on est là pour faire se parler les gens sur plein de sujets de transition. Donc à la fois pour soutenir ceux qui sont déjà en place et qui font déjà qui interviennent sur différents sujets, mais aussi on voulait aller toucher des gens qui n'étaient pas des convaincus et donc de promouvoir ça au-delà du cercle des convaincus. Je vous le fais rapidement, vous n'êtes pas là pour écouter tout ça, mais en gros voilà, on pourra en reparler. En tout cas voilà, on travaille pour les acteurs engagés et aussi pour en dehors du cercle des convaincus sur des transitions qui peuvent être diverses, c'est les sujets carbone, biodiversité, démocratie, santé, comme ce soir, et d'autres sujets. Donc si après, l'important ce soir c'est Laura, hein, c'est pas le KBT, donc du coup si vous souhaitez en parler après de ce qu'on fait dans le coin, on pourra le faire après. Et on organise comme ça donc le 8, le 18 et le 28 différents événements dans le coin en Centre-Bretagne pour pouvoir à la fois créer du lien et puis creuser sur des sujets. Voilà. Hop. Donc le 8, c'est se rencontrer et se soutenir. Le 18, donc du coup là c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le 18, ouvert pour les adhérents. Le 18 de chaque mois, c'est pour faire des focus sur des sujets concrets, pour aider des associations qui sont déjà en place, pour différentes choses. Et le 28, comme aujourd'hui, c'est apprendre et faire ensemble. Donc voilà des événements qui sont ouverts à vous. Et donc vous, nouveaux venus. Et je crois qu'on est bon pour la présentation du KBT, il y en avait plein. Où est-ce qu'on est? On est un peu partout, donc du coup effectivement il y a pas mal de personnes autour de Pontivy. Il y a des gens à Rostrenant, à Corrèze, Mur, Quillot, et puis voilà, vous voyez donc du 22, beaucoup de 56. Et pour rester en contact, du coup, ce qui va être super important pour nous, si jamais ça vous motive, dites-le nous, qu'on inscrive si vous souhaitez on fait des belles newsletters, on apprend plein de choses. Donc si vous souhaitez la recevoir, donnez-nous votre adresse email et puis on vous rajoutera. Et après, effectivement, il y a le Facebook, un site, et puis le 8 de chaque mois, on se retrouve pour faire du lien. Et il y a un Discord pour ceux qui sont vraiment super motivés. Mais le premier truc, c'est effectivement, ça va être la newsletter, et après, vous pouvez adhérer à l'association. Ok? On va pouvoir parler de Laura. On remet le titre d'abord. Il y a, juste pour dire, il y a des petits papiers là qu'on a mis, parce qu'il y aura des petits exercices. Laura va vous l'expliquer, mais il y aura une séance de... C'est pas qu'une conférence, il y aura du coaching collectif. Donc on a mis rapidement... donc là, elle a fait le cheminement, elle va l'expliquer, et ici, vous pourrez remplir différentes choses quand il y aura des petites longues pauses. Voilà. Merci beaucoup, Laura, d'avoir organisé tout ça. Ça t'a stressé un petit peu, non? Donc bonjour à tous, je suis contente de vous voir nombreuses et nombreux. On est là pour parler de la transition dans le domaine de la santé, et plus parce que j'avais envie de permettre à tout le monde de réfléchir aussi soi-même sur comment il voit la santé de maintenant et la santé de demain. Je vais commencer par me présenter. Donc en fait, moi je suis médecin, de formation pneumologue, après j'ai fait de l'oncologie, maintenant je fais des soins palliatifs à l'hôpital de Pontivy.
Je suis responsable du service, je travaille aussi en équipe mobile, donc j'ai découvert à la fois la vie hospitalière, la vie sur le libéral, même si moi je suis pas originaire, j'ai jamais fait de médecine générale, donc je connais pas bien le territoire de la ville, mais je commence à le connaître. J'ai bossé au Canada, au Québec, pendant 5 ans, ce qui m'a permis aussi de prendre du recul sur c'est quoi la santé ailleurs et de voir comment notre système aussi fonctionnait, de me confronter à des enjeux éthiques différents, etc. Et je me suis aussi formée à la PNL, qui est un outil à la fois de coaching, à la fois de communication, et je suis en train de finaliser une formation de coaching aussi. Et je suis très intéressée par la médecine, vraiment dans sa globalité, et ce qui fait qu'actuellement en soins palliatifs, je trouve pas mal mon bonheur, même si c'est dans la fin de la vie, on apprend quand même beaucoup de choses de ces modèles-là. Donc l'idée, ça va être... non, c'est ça. Donc je vais d'abord commencer par faire une petite présentation de définition de base, puis après je vous expliquerai comment je vais bâtir mon intervention. Donc déjà, quand on parle de la santé, c'est les définitions. On part sur une bonne base. L'état de santé, selon l'OMS, déjà il dit quand même de base que c'est un bien-être physique, mental, social. Il ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon. La réalité, on a l'impression quand même que c'est le corps, un peu la tête, et puis le reste, c'est un peu plus difficile. On commence à parler des déterminants de santé. Donc les déterminants de santé, c'est les facteurs qui influencent l'état de santé de la personne ou de la population, mais ce n'est pas forcément des liens de cause à effet direct, mais c'est tout ce qui peut entourer le système autour du patient. On a le système de santé, donc les organisations, les institutions, les ressources, qui en général sont sur des fonctions de prestation de services, d'organisation et de création de ressources, les financements et la gestion administrative. C'est assez basique. Et puis, évidemment, comme on va parler des transitions dans la santé, je vous ai rappelé qu'on a probablement plein de définitions des transitions. On avait d'ailleurs travaillé une fois avec le KBT sur ce sujet-là en soi, puisque c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces. J'ai mis une définition, mais franchement, je ne m'accrocherai pas forcément à celle-là. Je pense qu'il faut surtout retenir qu'on est sur quelque chose qui doit évoluer. C'est un système qui peut changer, qui doit être mouvant et qui doit être prêt à se transformer. Évidemment, face aux enjeux actuels de l'écologie et de l'environnement. Donc moi, je vais rajouter une petite touche à ma présentation. En fait, avec les outils de coaching, j'ai envie de vous faire traverser un exercice qu'on appelle le SCORE. Donc vous avez le même référentiel sur votre page, parce qu'en fait, en théorie, c'est individuel, et c'est un outil de changement pour affiner l'objectif qu'on veut atteindre. Et donc, normalement, on se déplace de case en case, pour vraiment explorer toutes les étapes. Donc je vais vous laisser faire le regarder visuellement, puis vous balader au fur et à mesure de ma présentation sur chaque case. L'idée étant vraiment d'aller explorer aussi en vous comment ça se passe, pour vous, l'état de santé de la santé. Donc, alors, petite note aussi, j'ai mis des photos du Québec, parce que comme ça vous voyagez. Donc, la situation. Dans quelle situation est actuellement le système de santé ? Alors, je vais déjà dire en préambule que je parle quand même pas mal de mon expérience. Je pars de mon expérience de terrain, de ce que je peux constater dans ma pratique. J'ai essayé de balayer pas mal de choses, mais je prétends pas être exhaustive. J'ai essayé d'alimenter ce que j'ai, moi, ressenti dans ma pratique par des chiffres et des données que j'ai pu recueillir, mais je suis partie vraiment de mes constats à moi. Donc évidemment, ça n'engage que ma vision. Et l'idée, c'est surtout de vous donner aussi du grain à moudre. Après, je ne suis pas là pour faire une présentation scientifique et théorique. Donc, la situation. Déjà, faire le constat qu'on est dans un système de santé qui est complexe. Là, j'ai mis une manière de définir les différents participants du système de santé, mais il y a encore d'autres manières de faire l'état, mais on peut quand même voir qu'il y a de base donc, les offreurs de soins, donc c'est ceux qu'on voit tous les jours, les professionnels de santé, les EHPAD, les réseaux de coordination, ça c'est ce que le patient, le citoyen va voir. Il va y avoir évidemment les producteurs de soins, services de santé, donc les industries pharmaceutiques, qui répondent évidemment à une logique de marché, les institutions politiques, c'est quand même un gros paquet,
avec le ministère, les ARS, l'HAS, les sécurités des produits de santé, etc. Tout ça, c'est vraiment ce qui pas mal chapeaute et influence énormément la réalité de terrain, mine de rien, et qui font qu'on peut ressentir très souvent quand même un sacré fossé. Les financeurs, donc les assurances maladie, les complémentaires, évidemment les ménages et les bénéficiaires. Ces articulations sont très complexes et le système, la manière dont il fonctionne, on voit qu'il y a à tous les niveaux, il y a de la complexité et il y a des enjeux, des freins, etc. On est face à évidemment un système de citoyens, de malades, avec le constat qu'on a plus 4% de recours aux soins par an. Des maladies chroniques, on est à 12 millions de Français atteints d'une maladie chronique en 2021, surtout lié au fait que la population vieillit, que aussi avec les progrès de la médecine, ils vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas forcément en bonne santé. Les cancers, le chiffre est édifiant, 433 000 nouveaux cas en 2023. On est toujours à peu près sur les mêmes constats, cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate, avec des cancers du poumon quand même, qui est un des cancers qui est beaucoup influencé par l'environnement, les polluants, les maladies professionnelles, le mode de vie. On assiste à une augmentation du cancer du pancréas et du poumon. Et voilà, 5 à 10% sont quand même liés à des facteurs environnementaux. La santé mentale, c'est quand même un gros sujet, la santé mentale. En regardant de plus près, en ce moment, la plus grosse inquiétude finalement sur la santé mentale, c'est la santé mentale des jeunes, avec des 18-24 ans qui sont quand même 15-35 ans, première cause de suicide chez les 15-35 ans, et 21% des 18-24 ans qui sont atteints de pathologies mentales, tout confondu. Ça peut être de l'anxiété jusqu'à des problèmes psychiatriques, et de la population française, 20% de dépression. Et évidemment, du coup, tout ce qu'il y a aussi, maladies liées au travail, avec 30% d'augmentation, les burn-out et les arrêts de travail, même pour des pathologies physiques. L'isolement social, la précarité sociale, les données de la Banque alimentaire, avec 4 millions de personnes fin 2023, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et les patients orphelins, donc les patients qui sont atteints de maladies, qui sont donc ALD, ça veut dire qu'ils ont une reconnaissance par la sécurité sociale, une prise en charge à 100%, et en fait il y en a 180 000 qui n'ont même pas de médecin traitant. Donc on est quand même dans une situation où la population est malade, est bien malade, et puis évidemment, vous le savez tous, on manque de soignants. Donc j'ai regardé un peu les chiffres, on a 200 000 médecins actifs, la balance entre les entrées et les sorties est en déficit. Et puis en plus, ce que je constate et que j'ai vu aussi en regardant les papiers, c'est qu'en fait le mode d'exercice il n'est plus le même. La génération précédente, les médecins ont travaillé beaucoup, les médecins généralistes ont donné quasiment leur vie entière, et la nouvelle génération ne peut pas travailler sur les mêmes modes, que ce soit indépendant, sur des temps de travail, ils veulent de la qualité de vie. Donc en fait, un système qui s'est fondé sur des gens qui donnaient leur vie, là ça ne fonctionne plus. Pareil pour les soignants, c'est des gens corvéables à merci, j'ai envie de dire, donc qui vont donner beaucoup, qui ont énormément donné aussi pendant la crise Covid, à qui on demande de revenir sur les arrêts de travail des collègues à la dernière minute pour les week-ends, donc on les use, ils sont tellement dans le don qu'ils se laissent user, et puis finalement, ils tombent. Et quand ils tombent, ils ne reviennent pas nécessairement. Donc il y a aussi de plus en plus d'arrêts de travail. L'histoire des vaccinations à l'hôpital, ça a aussi fait des gros départs en masse dans les soignants, donc on s'est retrouvé quand même sur le secteur hospitalier avec un petit peu embêté. Et puis en ville, le constat, dépendamment un peu des régions, mais vous le connaissez, vous êtes des patients à un moment ou à un autre, manque de dentistes, les files d'attente, etc. pour les dermatos et que sais-je. Donc c'est une situation qui est aussi préoccupante pour tout un chacun. Et donc la conséquence directe, par exemple, c'est les fermetures. Fermeture de lits dans les hôpitaux, fermeture des urgences. Donc 160 services d'urgence sur les 680 en France ont au moins fermé une fois en 2023.
alors que la santé, c'est quasiment 12% du PIB français, c'est 2,6 millions d'emplois. Et ça coûte à peu près 3 475 € par patient, sachant que le patient va ne mettre de sa poche qu'à peu près 250 €. Voilà, donc, déficit de l'assurance maladie, vous le connaissez, vous le savez aussi. La situation en Centre-Bretagne, moi je peux parler de ce que j'ai vu les 4 dernières années où j'ai travaillé à l'hôpital. Donc on a constaté que c'est un hôpital comme il est dans une région. Alors j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai mis plus haut la slide d'avant, mais dans le Morbihan, les chiffres de l'Ordre des médecins nous disent qu'on n'est pas en déficit. Il y a assez de médecins. Et il y en a même plus d'année en année. Mais ils ne sont pas dans le Centre-Bretagne. Hein. Donc ils sont tous sur la côte, sûrement. Même pas. Mais en tout cas, nous, on sait que c'est quand même compliqué d'avoir accès à la médecine de ville et à l'hôpital. L'enveloppe d'intérim est à peu près de 50%, quoi. Et depuis très longtemps. Et donc, les dernières années, ce qui s'est surtout démarqué, c'est la perte de soignants. On a dû fermer des lits parce qu'on n'avait pas assez d'infirmières d'aides-soignants. Donc là, ça va, on éteint des feux, on se débrouille, on réouvre. Il y a une journée comme ça, une semaine après, ça va changer, dépendamment s'il y a des médecins. Et puis les urgences, elles sont régulées quasiment depuis 1 an, là, c'est depuis avril 2023. Donc ça reste quand même aussi compliqué. Ça donne des incertitudes pour la population, et puis même au niveau de nos conditions de travail, c'est aussi très incertain. Et ça fait partie aussi des choses qui vont épuiser, en fait, les soignants. Parce qu'à chaque fois, la charge de travail, elle ne change pas. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'il faut signaler, c'est l'impact du système de santé sur la planète. Et donc là, il y a le Shift Project, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, donc qui est quand même un organisme qui a beaucoup travaillé sur plein de domaines, dans le secteur des bilans carbone, de l'impact des gaz à effet de serre, et qui a fait le bilan carbone de la santé. Et c'est assez effrayant. 49 équivalents de CO2, 8% du bilan national. Et moi, ce que je retrouve le chiffre le plus édifiant, c'est quand même 50% des gaz à effet de serre, c'est les médicaments. Donc, évidemment, c'est l'industrie pétrochimique, puisqu'on est sur de la pharmacie et les dispositifs médicaux, avec évidemment, quand ils font ces bilans-là, ils comptent le transport, les appareils qui viennent d'ailleurs, etc. Les déplacements, les consommations d'énergie, voilà. Donc vous avez un petit peu le... Vous voyez bien là? Non, mais non. Juste. Ça va? On peut peut-être tourner un peu. Sinon, il reste des places ici, hein, si vous voulez vous déplacer ici, il reste Ce serait peut-être mieux, non? Ça va, on t'entend. Parce que j'ai trop l'impression de... Et donc, il y a quand même aussi, du coup, cette histoire de double contrat de carbone. Je ne suis pas une spécialiste, mais on comprend vite que, d'un côté, on dépend des énergies fossiles pour faire des médicaments, et d'un autre côté, on se rend compte qu'on émet trop de gaz à effet de serre, puis on cause des problèmes à un autre endroit. Il est directement lié au réchauffement climatique. Donc, l'impact du changement climatique, on a vu une surmortalité de 54% chez les plus de 65 ans sur des épisodes de canicule. Évidemment, tout ce qui est problématique autour de la sécurité alimentaire, surtout dans les pays sous-développés, les inondations, les incendies, et l'augmentation des maladies infectieuses avec, évidemment, le climat qui change, le retour de maladies éventuellement tropicales en France un jour, on n'espère pas. Voilà. Et puis après, il y a quelques petites choses du coup qui font un peu tiquer, parce qu'avec toutes ces questions, ces incertitudes, il y a des débats de société qui émergent. On va du coup se retrouver avec des patients qui sont obligés de bouger, donc le nomadisme ne contribue pas à une meilleure santé. Les inéquités d'accès aux soins, évidemment ça a toujours été quand même depuis un petit bout de temps les prises en charge en silo, on a un médecin d'un côté, un spécialiste de l'autre, personne ne se parle, du coup le patient c'est le seul qui va faire le lien entre les différents intervenants, donc il est fatigué de répéter, il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas compris. Des questions éthiques qui sont quand même en train de réémerger, la question de la loi sur l'euthanasie qui va sûrement passer sous peu, évidemment le baisse de confiance des Français. J'ai trouvé une étude qui était assez intéressante en fait, qui disait que finalement la confiance des Français dans le système médical dépendait surtout de son lien avec le médecin traitant. Donc c'était la première ligne qui faisait vraiment la différence. Si le lien, et c'est assez réel dans ce qu'on voit, quand les patients ils ont un bon médecin traitant, ils sont plus sécurisés.
ils peuvent se reposer sur lui. Et donc, ben, voilà. Et puis après, il y a un petit sujet aussi qui est assez brûlant, c'est justement, d'un côté, on va avoir la population qui va tellement plus avoir confiance, qui va commencer, voilà, on les appelle les complotistes maintenant, les anti-vax, peu importe, mais finalement ceux qui se disent ben, il faut trouver un autre système alternatif, et puis il y a d'autres qui vont tirer la couverture de l'autre côté en disant non, 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 surtout pas, c'est pas du tout sécuritaire. Et c'est aussi un petit peu de ça que j'avais envie de parler avec vous ce soir. Alors, c'est à votre tour. Donc, c'est pas très confortable de parler de tout ça. On est dans une situation un peu pas drôle. Et donc, du coup, j'ai envie de vous poser ces questions. Quel pire scénario pourrait arriver si on laissait les choses comme ça ou évoluer telles qu'elles sont en train de se passer? Qu'est-ce que ces constats vous font ressentir? Et à la suite de ça, que voulons-nous changer? Je vous laisse quelques minutes pour écrire ça sur vos petits papiers si vous avez envie. Et puis si vous avez envie de partager, ça me fera plaisir d'entendre vos réflexions. De toute façon, une minute pour réfléchir. Qui monte doucement. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même des belles choses qui se font au niveau de la santé. Il y a des Oui. nouveaux médicaments, il y a vraiment des très belles choses. Il y a des prises en charge qui sont améliorées. Donc il faut... Bon, ok, on peut voir le côté négatif de la Mais là, on chose. fait exprès de voir le pire scénario. Ouais, c'est ça. D'accord? Ça fait partie du cheminement. Okay. Mais on s'entend qu'il n'y a personne qui le souhaite. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller explorer ce côté qui fait un peu... Parce que, voilà, les chiffres, tout ça, avant, ça n'était pas forcément agréable à regarder. Mais effectivement, il y a des belles choses. Tout à fait. Et puis, on veut garder ces belles choses. C'est surtout ça. Merci. On va passer à l'étape d'après, donc les causes. Explorer un petit peu d'où viennent ces symptômes, d'où vient cette situation. Alors évidemment, c'est un peu des hypothèses, c'est ce que moi j'ai pu un peu imaginer, mais encore une fois, toutes les idées sont bonnes, et effectivement, l'idée de faire les flux de finances, c'est déjà aussi une bonne manière d'explorer. J'ai pas fait aussi pointu. Alors, évidemment, il y a des choses, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein. Quand on parle de santé globale, donc sociale, physique, émotionnelle, spirituelle, et j'en passe. Hygiène de vie, évidemment, donc on est d'accord, on est dans une société surtout occidentale sédentaire, on a une alimentation qui n'est pas forcément de bonne qualité, surtout si elle est transformée, on est dans une situation, on est souvent soumis au surmenage au travail, on a des dettes de sommeil, l'environnement, ben, voilà, qualité de vie au travail, le stress chronique, l'environnement urbain. On va parler de la prévention, qui n'existe quand même pas beaucoup. Au point de vue individuel, la démarche de l'individu vers la prévention, elle n'est quand même pas toujours au premier plan, ni forcément la recherche de la qualité de vie. Moi, je trouve qu'au niveau individuel, du coup, il y a un manque de responsabilisation, un manque d'information, un manque d'éducation aussi autour des enjeux de la santé. Et puis, c'est pareil, dans la même étude, je trouvais intéressant de voir qu'il y avait quand même 40% des patients qui n'avaient pas confiance en leur propre capacité à décider pour leur santé. Et donc, je pense que c'est directement lié à ces défauts d'éducation et d'information pour qu'ils puissent être dans une autodétermination autour des sujets de santé. 1,9% du budget total de la santé rentre dans la prévention. Donc, quand on regarde les actions de la prévention de la santé publique, c'est les préservatifs en libre accès, des serviettes hygiéniques, les vaccins, les dépistages des cancers. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et après, moi, j'aimerais bien aussi explorer la question de la crise existentielle, parce que du coup, il y a une perte de sens quand même pour beaucoup de monde dans ce monde un petit peu qui tourne un peu à l'envers. Et je trouve aussi une déconnexion globale à l'autre, à soi, à la nature. On est quand même dans une société où on est quand même chacun un peu dans son entre-soi. Alors après, ben, évidemment, la santé environnementale. Je n'ai pas du tout été exhaustive. Pesticides, polluants, microplastiques, perturbateurs endocriniens, polluants atmosphériques, ondes électromagnétiques, sans parler de toutes les expositions professionnelles. On est dans un milieu rural et tout ce qui est lié très à l'agriculture, ben, évidemment, c'est quand même très très préoccupant. Nous, on en voit hein, des gens, c'est pareil, on ne fait pas toujours les liens de cause à effet, c'est très compliqué de prouver le lien de causalité des expositions environnementales, mais malgré tout, des agriculteurs avec des cancers, on en voit quand même beaucoup.
Voilà, après, évidemment, sur le système digestif, etc. Alors ça, c'est aussi une slide du Shift Project que j'ai beaucoup aimé, puisqu'elle schématise très très bien, finalement, cette espèce de cercle vicieux d'un système qui dépense beaucoup de carbone, de manière toxique, qui va du coup générer chez les individus du stress chronique, de l'inflammation chronique, des dysfonctionnements du système oxydatif, etc. Donc une hausse des pathologies acquises, maladies auto-immunes, cancer, maladies chroniques, cardiovasculaires, etc., qui augmentent les dépenses de santé, qui augmentent l'empreinte énergétique, et à côté de ça, l'empreinte énergétique augmente les pathologies liées à la pollution et au changement climatique, qui augmentent les dépenses de santé, et on est dans cette roue qui tourne. Sachant qu'à côté de ça, on pourrait être sur un cercle un petit peu différent, parce qu'il y a quand même besoin de cette utilisation utile du système de santé, notamment, et on l'a vu parce qu'on est dans un système occidental qui fonctionne quand même pas mal, sur la baisse des pathologies communicables. Et quand il avait présenté cette slide-là, j'avais été assez frappée, parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était, si on se met à la place des pays sous-développés, ils n'ont même pas accès à la base de la médecine, qui permet d'avoir accès à des soins obstétricaux de qualité, à des contrôles des maladies infectieuses de qualité, à des blocs chirurgicaux d'urgence et traumato de qualité. Finalement, c'est de ça qu'on a besoin dans la santé. On a besoin de pouvoir avoir accès sur des services d'urgence à des choses qui mettent vraiment en jeu le pronostic vital. Et donc, pourquoi pas se concentrer là-dessus, puisque ça, finalement, il y a peut-être d'autres moyens d'aller agir sur ce cercle non vertueux, et c'est un petit peu de ça que je voulais parler après. Le concept de One Health, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la santé planétaire. Donc en fait, c'est pareil, c'est une autre manière de dire que, en fait, on a une seule santé, la santé de l'environnement, la santé des animaux, la santé de l'être humain, sont tous reliés, et on voit tous les impacts. Donc la déforestation qui va agir sur l'émergence de nouveaux pathogènes, les activités humaines qui contaminent l'environnement. Bref, c'est une autre manière de figurer le cercle vicieux et aussi finalement tous les leviers positifs sur lesquels on peut agir. Alors, l'origine du moine soignant. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La qualité de vie au travail. Alors, j'avais une collègue pendant un cours qui parlait de la taylorisation du soin. J'ai trouvé ça très intéressant comme concept parce qu'en fait, c'est vraiment ça. La technique remplace l'humanité. On est sur la rentabilité, sur... moi, je le vois, la manière dont les gestions personnelles c'est fait à l'hôpital. C'est des pions qu'on place pour gérer des effectifs et une permanence des soins. Et voilà, vous êtes capable de lire un petit peu tout ce qui peut influencer la qualité de vie au travail du système hospitalier et non hospitalier. 79% des professionnels de santé ont des problèmes de burn-out en 2022. 46% des médecins, sans parler des suicides qu'on entend parler dans les médias, évidemment. Selon moi, c'est aussi dû à la personnalité du soignant. Pourquoi on est soignant? Parce qu'on est on a le cœur sur la main, parce qu'on donne, et parce qu'on donne, mais pas fort, et on sauve aussi. Et donc dans ces postures-là, on n'a pas toujours la posture qui est écologique et qui permet vraiment de s'économiser. Et de dire non. C'est des gens qui ne savent pas dire non. Oui. Il y a eu une augmentation, par exemple, du numerus clausus pour les médecins. Oui, il y a eu des augmentations du numerus clausus. C'est pour ça que finalement, la balance, elle est quand même pas si basse. Hein. Il y a effectivement des nouvelles recrues, mais il faut des années pour former un médecin. Voilà, conciliation famille-travail qui n'est pas simple, et puis recherche de sens, parce qu'effectivement, on se retrouve souvent dans des situations qui n'ont plus de sens, on fait vivre c'est quand même pas mal les soignants qui se posent des questions, c'est eux qui sont en première ligne avec le patient, et qui parfois se retrouvent à faire des actes qui n'ont plus de sens, des situations de surmédicalisation, la valorisation de leur travail, et quand même, que ce soit financière ou même... tout simplement la reconnaissance, mais c'est difficile à trouver, sans parler de ces personnels qui sont agressés, et ça aussi c'est assez catastrophique. Voilà. L'organisation. Alors l'organisation du système, je vous ai dressé le tableau tout à l'heure des différents acteurs de santé, et donc il y a vraiment un défi, parce que l'articulation stratégique avec des objectifs politiques qui sont un petit peu à côté de la plaque de la réalité du terrain, la coordination opérationnelle qui est aussi dysfonctionnelle, et puis c'est un écosystème.
Donc beaucoup de leviers, mal coordonnés, des freins qui sont à des niveaux sur lesquels nous on n'a pas de poids. Et donc une sensation aussi d'impuissance pour les gens de terrain. Puis après, il y a quand même quelque chose aussi qui est assez intéressant à interroger, c'est la nature du système de santé qui est protectionniste, quand même depuis de longues décennies, et la posture du médecin qui est quand même très paternaliste aussi. Et un médecin paternaliste, ça décide à la place des patients, et donc ça déresponsabilise le patient. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, a une grosse... On l'a vu sur les anciennes générations, c'est beaucoup moins présent dans ma génération, mais quand même, on voit que ça teinte pas mal la posture du médecin. Alors, il y a quelque chose aussi qui a pas mal fait sombrer l'hôpital public et même le libéral, c'est la tarification à l'acte, la T2A, qui a vraiment rendu le système mercantile, en fait, et avec des objectifs d'efficience, d'efficacité, de performance, et une perte vraiment de la valorisation de la qualité. Sans parler du Covid, évidemment, qui en a rajouté une couche. Voilà, on arrive à notre deuxième étape, donc sur notre petit diagramme, le C, de cause. Et alors là, j'ai envie de vous poser la question. Quelle est la bonne intention du système de santé? Autrement dit, quel but notre système de santé cherche à préserver qui l'empêcherait de changer? Ça va être compliqué ma question, hein? Donc vous dites l'argent. Est-ce qu'on se fait, franchement, On se fait une minute? Ouais. En fait, comme c'est un process, du coup, le fait de... T'as raison. Il est dévoyé au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'était intéressant de revenir aussi à l'origine de pourquoi ce système a été bâti, avec quelle intention. Parce que finalement, l'idée, c'est comment préserver l'intention positive du système, mais de manière différente, en transformant nos comportements, en mettant en jeu d'autres stratégies pour satisfaire l'intention positive du système. Parce que sinon, le système va continuer de résister. On n'arrivera pas à le faire changer. Alors, du coup, on travaillera sur notre objectif à partir de maintenant. Quel modèle envisager? Alors, évidemment, pareil, j'ai pas été exhaustive. J'ai un petit peu, pareil, je suis partie de mon travail et de ma manière de voir les choses. Une transition vers une médecine écosystémique. Alors déjà, ça parle peut-être plus du vivant, ça parle quelque chose d'organique, de quelque chose qui peut bouger, puisqu'on est déjà sur une vision systémique. Donc c'est l'éco-santé, reconnaît les liens étroits entre les humains, leur environnement biophysique, social et économique, et que ces liens ont des répercussions sur la santé des individus et des populations. L'approche nous renvoie à la coordination d'acteurs pluridisciplinaires, des décideurs politiques, des chercheurs, des organisations de base et des communautés. Donc on implique tout le monde, mais sur une logique beaucoup plus horizontale, plus systémique. Trouver l'origine d'un problème de santé publique, mieux le cerner, pour trouver des solutions adéquates et pour y remédier. Intéressant à explorer. Je n'ai pas été plus loin dans ma présentation, mais les principes, vous le comprenez. L'écosystème du patient, il est aussi intéressant à aller regarder. Donc c'est finalement un écosystème de liens. Avec qui le patient a-t-il des liens humains? C'est le sujet qui est fait d'interactions à l'intérieur de lui, qui est lié aussi avec son symptôme et sa maladie qui veut dire quelque chose. Donc il y a des liens entre lui et sa maladie. Et puis évidemment le lien avec le soignant qui devrait être au centre, parce que finalement c'est le lien thérapeutique qui fait une vraie différence. Et qui va influencer derrière tous les maillons du système. Je vous ai juste mis la cartographie des déterminants de santé. Ça montre à quel point il y a beaucoup de choses autour des facteurs individuels, micro-environnementaux, interpersonnels, sociétaux, politiques, législatifs. Donc tout ce qui tourne autour du patient, de l'individu, qui peut avoir un impact sur sa santé, directement ou non directement. C'est assez éloquent, ça montre la complexité. Je voulais vous parler du coup du modèle des soins palliatifs. Parce que le modèle des soins palliatifs, c'est pas pareil que les autres services. C'est une manière de voir qui date déjà d'il y a plus de 30 ans et qui permet d'offrir une médecine globale. Là-dessus, on est clair. J'aime bien même dire entière.
De la même manière, on s'attaque à la santé physique, psychique, sociale, émotionnelle, environnementale, spirituelle, les proches. Pardon ? Non. Le patient au centre, et on le rend acteur. Et on lui demande de prendre ses responsabilités aussi. L'organisation d'un service de soins palliatifs est collaborative, pluri- et transdisciplinaire, elle communique, elle coordonne, et elle est inclusive, le plus possible. Elle est soutenue par les approches complémentaires, donc on utilise la médecine conventionnelle et des approches de bien-être ou autres. Elle a une réflexion éthique. Elle essaie de proportionner les soins et de prendre des décisions raisonnées. Elle préserve la qualité de vie professionnelle, parce qu'elle est bâtie sur un schéma où le ratio patient-soignant est beaucoup plus adapté. Et elle recherche le sens, et elle questionne et la cohérence et le sens dans la prise en charge et la prise en soin. Pour moi, c'est un bel exemple. Un petit peu tard quand même. Oui, Un mais petit c'est peu tard vrai. parce que c'est à la Oui, on est d'accord. Mais pour l'instant, et vous savez pourquoi? Mon explication, c'est parce qu'à cet endroit-là, il n'y a plus d'enjeu. Oui, c'est ça. Exactement. Donc on peut se permettre ce qu'on veut. De toute façon, le patient va mourir. Oui, voilà. Mais en réalité, quand on voit la manière dont on s'est organisé, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas transposable ailleurs. Réellement. Avec des enjeux de vie quand même. Une question. Oui. Il y a des enjeux quand même en termes de qualité de soins, donc il y a forcément un coût par patient qui est plus important. Le financement des soins palliatifs, c'est pas le même. Voilà, c'est ça. Donc, Le financement, c'est des forfaits. Qui existent réellement. Ils ont calibré le financement des soins palliatifs d'une autre manière qui permet de faire en sorte que le temps, c'est pas de l'argent. Oui, tout à fait. On passe 1 heure avec nos patients. Mais pour ça, il faut des ressources humaines. Oui. Je trouve qu'il y a une évolution quand même qui s'opère actuellement avec tout ce qui est certains médecins qui s'ouvrent justement à la pérédance et donc à intégrer des patients rétablis ou en tout cas voilà, Les patients experts aussi. dans les systèmes de soins et avec une vision vraiment très, très horizontale qui facilite aussi justement l'aspect très interdisciplinaire et il y a quand même voilà, il y a des belles choses qui se mettent en place aussi de ce point de vue. Tout à fait. Oui, oui. De plus en plus, même en médecine, en éducation. Mais voilà. Là, ce que j'aime, c'est dans ce système-là, c'est qu'au sein d'un service, l'organisation, l'aide-soignant, il va être à la même hauteur, la parole de l'aide-soignant, la parole du médecin. Il y a vraiment une horizontalisation et la décision revient toujours au médecin. Il y a quand même une prise de responsabilité qui est proportionnée aux compétences et à l'engagement, à la formation, tout ça. Mais malgré tout. Alors moi, je proposerais aussi une santé réciproque qui soutient une démarche qui envisage, alors j'aime bien, la pathogénèse et la salutogénèse. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on est sur une médecine curative dont le mandat va être de soigner, de protéger. Donc je sais actuellement ce que la médecine allopathique va faire. Et puis la médecine préventive. Prévention primaire, secondaire, tertiaire, promouvoir, donc renforcer les qualités, les ressources de la personne, agir sur l'environnement et responsabiliser le patient. Et l'éducation. Donc on en parlait déjà. Et le Chiffre Project, qui a été quand même un peu plus loin que son étude du bilan carbone et les stratégies de réduction des gaz à effet de serre, il a exploré, parce que ça a été quand même fait avec des professionnels de la santé, ils appellent ça la PPJS, promotion, prévention et juste soins en santé. Et donc ça, ils disent que ça pourrait rajouter une baisse de 7% de gaz à effet de serre dans leur stratégie. Et on va explorer un peu tout ça après, parce que finalement ça rejoint pas mal ce que j'avais envie de vous présenter derrière. Donc ça serait vraiment de réussir à utiliser la médecine à cet endroit-là pour les choses utiles et d'agir ici avec une autre manière d'aborder le soin qui n'est pas médicamenteuse, mais qui est plutôt dans la prévention et la promotion de la santé. Alors, petit temps de réflexion. Que souhaitons-nous pour notre système de santé? En quoi c'est important pour nous? Que perd-on individuellement à le changer? Et à quoi ça ressemblera, on fera après. 1 minute de confiance.
confiance dans la relation médecin-malade. Alors, de quoi avons-nous besoin pour atteindre cet objectif? Donc là, moi, j'ai exploré quelques solutions, notamment... Hop. Bon, je passe par la santé environnementale parce qu'il faut passer par là. C'est pas mon domaine, donc je suis allée plutôt du côté des programmes de santé publique parce qu'ils essaient quand même de faire des choses. En 2024, ils ont prévu, c'est des beaux mots, hein, anticipation et préparation et réponse aux menaces de santé publique, dont les épidémies, numérique en santé publique, changement climatique, environnement de travail, fardeau des maladies et leurs déterminants. Ça ne veut rien dire. D'accord? Mais ça, c'est les ressources de la santé publique. C'est les plans santé publique. Tous les ans, il y en a, ça ressemble toujours à peu près à ça. Moi, change les mots seulement. Mais en fait, il y a quand même une espèce de constat qui est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais nous, on veut des actions, en fait. Donc là, c'est surtout faire le catalogue de tout ce qui ne va pas. Oui, mais on ne veut pas qu'ils les fassent pour nous, les actions. Parce que généralement, ils merdent. Alors, il y a quand même beaucoup d'assos qui sont engagés dans l'éducation, la promotion de la santé environnementale. J'en ai mis quelques-unes. Et puis, on voit bien que finalement, dans ces enjeux de santé environnementale, il y a des enjeux environnementaux d'emblée. Je veux dire, si vous marchez et que vous prenez votre vélo, votre santé ira mieux, et la planète aussi. Il y a des choses, c'est quand même assez basique. Si vous mangez moins de viande... Ça dépend ce qu'on respire. Hein. Oui, bon. Si c'est sur le périph' que tu marches. Donc on est mieux dans sa voiture parce qu'on ne respire pas les gaz d'échappement. C'est ça. Je peux passer. Repenser le système, donc la manière dont il est coordonné, la gouvernance, etc. Donc ça, c'était ce que le Shift Project proposait. Mais en fait, le constat qu'il disait, c'était surtout, si on s'attache à regarder la quantité de population concernée par la santé, c'est quand même un énorme levier. Si on arrive à mobiliser les patients et la société citoyenne, on a un pouvoir d'action. Et donc on peut quand même compter, parce qu'on le constate, sur la volonté de prise en compte de l'impact environnemental dans l'acte de soins, aussi par les professionnels. Alors, le financement, il y avait des propositions du Shift Project, donc acculturer les offreurs de soins aux questions de sobriété et de pertinence. Donc ça, sans doute que c'est un gros boulot, essayer de leur dire, un petit peu de sobriété, ça ne ferait pas de mal. Mais bon, pourquoi pas, c'est un levier. Développer les financements dits populationnels, distribution des ressources à partir d'une analyse des besoins de santé à couvrir. Donc ça, c'est intéressant, ça voudrait dire peut-être sur un territoire, en analysant et en faisant un diagnostic de territoire, proportionner les besoins, les finances aux besoins particuliers des territoires. On a des territoires qui sont vieillissants, des territoires, dans les villes, il y a peut-être un peu plus de familles, et donc d'essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus individualisé, personnalisé. Évidemment, les critères incitatifs à la décarbonation, on en parle dans tous les secteurs, et financer à la qualité. Alors ça serait intéressant. Et moi, je rajoutais, finalement, c'est un peu ce qu'on fait en soins palliatifs. On a des forfaits, et du coup, grâce au forfait de soins, on a du temps pour la qualité. Voilà, je ne me suis pas étendue trop sur ça. Les modèles de gouvernance. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Laloux. C'est un gars qui a bossé sur comment réinventer les organisations. Et donc, il y a plusieurs modèles, évidemment. Il fait un historique. Il parle des institutions, donc l'Église, donc il fait des comparatifs. Puis il a été exploré des modèles alternatifs de gouvernance. Et le premier modèle alternatif qu'il a trouvé, donc c'est le modèle de Buurtzorg, c'est dans les pays du Nord. C'est suite à une situation complètement insensée de décision d'organisation du système de soins qui faisait réellement de la taylorisation de l'acte infirmier. Il y a un gars qui a dit non, moi je fais mon truc privé et je m'organise à ma sauce. Ils sont 9000 maintenant dans sa boîte infirmier à fonctionner sur un mode de gouvernance alternatif qui repose, et donc du coup il a modélisé ça et il a vu il a fait quand même une enquête à plein d'autres endroits, donc ça a été aussi transposé à des domaines de l'entreprise privée lambda. Et donc il y a 3 critères. L'autogouvernance, donc on part sur un système qui est organisé de manière organique, donc évolutive,
avec une autorité distribuée et évidemment l'intelligence collective. La plénitude, c'est quoi la plénitude? En fait, dans ces entreprises-là, les salariés ou les individus viennent comme ils sont. En fait, ils n'ont pas peur d'être qui ils sont. Ils disent vraiment, ils tombent le masque. Donc on est sur des gens qui sont authentiques, du coup qui sont bien dans leur basket, du coup qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, avec en plus des temps réellement de ressourcement à l'intérieur de leur temps de travail. Et le principe aussi de base, c'est que c'est un système évolutif, donc qui est voué à être écouté, audité régulièrement et à changer. Donc on se base sur quelque chose qui n'est pas figé. Donc c'est hyper intéressant, ça s'appelle le modèle Opal, à creuser pour des organisations, même des institutions. Alors il y a quand même des petites choses qui se réorganisent dans le domaine de la santé sous l'impulsion des ARS. Donc par exemple il y a la CPTS qui est en train sur Pontivy de se mettre en place. L'idée étant d'inclure, alors on n'est pas sur les acteurs de santé, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, les ostéos, vous en faites partie de la CPTS ou vous n'êtes pas invités? Réflexo, tout ça, discrètement, pas officiellement. Mais non, Potis. CPTS, tu peux repréciser? Alors CPTS, cellule, communauté professionnelle territoire de santé. Communauté professionnelle des territoires de santé. Et donc l'idée c'est d'organiser sur des territoires géographiques pas si grands les médecins, tous les intervenants libéraux qui tournent autour de la santé. C'est des financements qui sont injectés dans ces structures, essentiellement pour améliorer la coordination des soins. Donc là, c'est quand même une chance que ça se développe sur Pontivy, c'est censé vraiment changer les choses. Ils peuvent avoir des financements aussi pour faire des appels à projets, pour travailler sur des thèmes. Donc du coup, là la manière dont la STPTS est en train de naître, ils invitent donc, le lien ville-hôpital, donc il y a des gens de l'hôpital qui viennent, des professionnels de santé du territoire, travailler ensemble sur des thématiques. Donc on est dans le pluridisciplinaire. Avec alternative. Hein? De médecine alternative. Non, on est sur de la médecine conventionnelle. Donc pas tout à fait pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire entre professionnels de santé, et c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est un début. Hein. Voilà. On part de loin. Le boulot est en cours. Après, voilà, je vais explorer avec vous les modèles innovants qui essayent de aussi aller sur les enjeux de justice sociale, de commun du territoire, dans des démarches citoyennes, et aussi explorer le lien aux arts et à la culture. Donc je parle des tiers-lieux de santé, en fait. Ah, je me suis trompée de diapo. Voilà. Oh, non, vas-y, remets l'autre. Donc c'était une mise en bouche. On fait un détour par le principe de santé intégrative, en fait. La santé globale et la médecine intégrative. Donc ça, c'est mon dada. C'est aussi pour ça que moi, et donc Julie, c'est ce que tu partageais tout à l'heure, pour moi, c'est une des grandes pistes de l'évolution du système, puisque l'idée de l'intégration, c'est d'être capable d'aller intégrer les professionnels de santé communs, les acteurs de santé des médecines complémentaires, sur une approche coordonnée et sur des fonctionnements finalement personnalisés, en mettant le patient au centre et en évaluant ses besoins. Finalement, on redéploie un petit peu tout ce qu'on avait exploré dans les objectifs. On intègre, et j'aime bien aussi dire que l'intégratif, faire de la médecine intégrative pour un professionnel ou un acteur de santé, c'est aussi être capable de faire de l'intégration en soi. Parce que finalement, un médecin qui n'est pas en bonne santé, c'est pas crédible. Donc il y a quelque chose de montré et dans la cohérence de la posture, il faut avoir intégré dans sa manière de travailler et dans sa manière de vivre la capacité à intégrer des approches complémentaires et des approches allopathiques. Et en fait, évidemment, dans ce modèle-là, on part du principe qu'il y a quand même une espèce de confiance mutuelle dans les capacités des médecines complémentaires. Et je les appelle volontairement complémentaires et pas alternatives, parce que le but, c'est pas qu'elles soient en parallèle l'une de l'autre, c'est qu'elles travaillent ensemble. Et donc pour travailler ensemble, c'est certain que la médecine complémentaire doit faire un peu ses preuves. Parce qu'on est quand même sur une médecine basée sur les preuves, on est sur des études, etc. Et donc, on ne peut pas, avec les approches complémentaires, offrir ces preuves-là.
On n'est pas capable de bâtir des études pour prouver aux docteurs que la médecine complémentaire, la réflexologie, l'ostéopathie, peu importe, et même d'autres soins plus non conventionnels, les médecins veulent des preuves, parce que ça rassure. Et en fait, c'est pas simple. Et donc, il y a toute une partie de la médecine qui est en train d'évoluer vers la médecine intégrative, avec du coup cette réflexion d'essayer d'adapter le domaine de la recherche à justement des données qualitatives, des données, des modes de recherche dont le patient et les acteurs de santé sont inclus. Bref, des trucs très aussi alternatifs dans la manière de réfléchir la science, un peu sur des modèles de sociologie et d'anthropologie pour pouvoir essayer de soutenir le bénéfice de la preuve complémentaire pour convaincre la médecine conventionnelle que ça peut marcher. Moi, j'ai pas besoin de ça pour croire que ça vaut le coup. Et c'est aussi parce que ça passe par notre expérience. C'est une approche expérientielle. Donc à partir du moment où on a utilisé les outils de bien-être pour pouvoir, voilà, la phytothérapie, l'homéopathie, dans les bobos du quotidien, etc., finalement, on est dans de la prévention primaire et on fait des belles choses. Donc, à quel point on a besoin de la médecine et des deux médecines, selon moi, il y a un intérêt à ce qu'il y ait des professionnels de santé qui puissent, quand ils suivent des patients sur un modèle curatif, donc des patients qui sont vraiment malades, qui puissent avoir un œil sur qu'est-ce qui est proposé dans les approches complémentaires, pour que justement, chez ces patients qui sont plus vulnérables, on ne se retrouve pas dans des situations de non sécuritaires, parce qu'on sait quand même qu'il peut y avoir des abus, parce que c'est des gens qui sont plus vulnérables, et qu'il y a des gens qui utilisent des très bons outils, mais avec des mauvais. Donc il y a plein de facettes, il y a plein de petites bulles comme ça qui émergent en France. Il y a un observatoire des tiers-lieux de santé qui s'appelle la Fabrique des Santés, qui fait des webinaires régulièrement pour vraiment témoigner de toutes les nouvelles idées. Et finalement, à ces endroits-là, tout est possible. Donc on associe des enjeux de santé avec les arts, des enjeux sociaux avec la santé pour rompre l'isolement, des enjeux de santé mentale avec la musique, la danse, et sur des lieux alternatifs pour sortir des modèles et faire émerger des nouvelles choses et du lien et de la communauté et du coup aussi ce qui nous manque, hein, cette connexion aux autres. Il y a les hameaux de santé aussi, qui est quelque chose qui émerge un peu dans le coin là, sur lequel on est, je suis un petit peu renseignée mais pas grand chose, mais ils ont une charte qui était intéressante aussi. Et quand j'en avais parlé avec l'initiateur, l'idée c'était vraiment de dire on fait un diagnostic du territoire et selon les besoins du territoire on adapte. Si c'est pas d'un médecin qu'on a besoin, mais d'un naturopathe ou d'arbouteux, et finalement c'est lui qu'on va adapter pour le territoire, avec vraiment du coup des patients et des citoyens au même plan que les acteurs de santé, pas de hiérarchie, une gouvernance partagée et une prise en compte de l'environnement. Alors la dimension physique, je vais aller vite parce que finalement c'est celle qui est quand même au premier plan pour beaucoup de gens. Donc les activités de bien-être en équilibre avec les soins conventionnels, l'activité physique, vraiment je suis pas exotique, naturopathie, acupuncture, homéopathie, phytothérapie, bref, la danse, le yoga. Pour moi c'est une porte d'entrée qui est assez simple pour rentrer dans le soin complémentaire pour des patients qui n'ont aucune connaissance, passer par le physique, les conseils alimentaires, les règles hygiéno-diététiques et un peu plus. Ça permet de mettre un pied quand on n'est pas du tout là-dedans et qu'on veut juste essayer de faire un petit peu plus pour soutenir. J'aime bien le principe le terme de médecine d'accompagnement à la maladie en fait. C'est de se dire on a la maladie, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'être accompagné et on va développer toutes les petites ressources autour pour pouvoir soutenir cette santé qui est un peu brinque-ballante et retrouver un équilibre. Alors la dimension psychique c'est aussi intéressant à explorer parce que, comme je disais tout à l'heure, la santé mentale c'est quand même assez préoccupant. La gestion des émotions, régulation du stress, on en parle, mais après il faut l'appliquer, l'intelligence émotionnelle, etc. C'est toutes des choses qui sont quand même des gros outils qu'on pourrait développer pour améliorer le vivre ensemble et sa santé, puisque tout ce qui est de l'ordre de la somatisation, des maladies qui sont finalement des symptômes de nos mal-être intérieurs, ça pourrait être travaillé un petit peu plus en profondeur, et c'est possible avec la méditation, l'hypnose, le coaching,
coaching en santé, coaching en nature, il y a plein de choses. On parle de plus en plus. La prescription de nature. Donc, on a occidentalisé pour faire... Il y a des médecins qui font des ordonnances, allez vous balader. Mais moi je l'ai déjà fait parce qu'en fait les patients ils veulent ressortir avec un papier. Mais réellement ça fait quand même tilt. Et il y a des gens qui préfèrent dire ça que sylvothérapie ou connexion à la nature. Ou il y a les jardins thérapeutiques, il y en a quand même souvent dans les approches psychiatriques. Je voulais faire un petit détour par l'éco-psychologie, je ne sais pas si vous connaissez. L'éco-psychologie, c'est un mouvement qui date des années 70, qui est beaucoup influencé par Jung, notamment, et qui relie la psychologie et l'écologie, qui dit que finalement, l'homme est malade de ce lien qu'il a rompu avec son environnement, avec la nature. Et que finalement, c'est pas l'homme qui est malade, les psychologues ils ont des dépressifs dans leur bureau, mais finalement c'est parce que le monde est malade et que l'homme est malade du monde malade. Et donc, ils ont développé des outils de reconnexion à la nature. Ils remettent les gens. Donc c'est pour ça qu'on entend parler un peu de stages de survie dans la nature, de cueillette sauvage, toutes ces choses-là. Finalement, c'est aussi des outils pour aller se replonger dans la nature, pour recréer le lien avec son environnement et pour réveiller finalement nos capteurs sensoriels qui étaient complètement éteints dans un monde urbain, chronique, stressé de manière chronique, etc. Parce que finalement, c'est ça qui se passe quand on va dans la nature. On est dans un environnement qui est assez peu hostile, assez peu stressant. Et du coup, on peut se détendre et on peut réveiller ses sens. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'éveil de la sensorialité dans la nature. Et du coup, dans une espèce de... on lève l'anesthésie dans laquelle on vit. Voilà. Et il parle aussi de réenchanter le monde, les éco-psychologues. Donc c'est de redonner un peu une âme à tout ce qui nous entoure et pas prendre la nature comme un objet. Et je trouve que ça répond bien à la souffrance existentielle, en fait. À quelle place on a dans le monde et à quoi ça sert cette vie, quoi. Et donc, quelle est la place de la santé spirituelle, finalement, dans notre vie? Là, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu tabou parce que la spiritualité, c'est la religion, parce qu'on est dans cette culture-là, très judéo-chrétienne. Mais finalement, la santé spirituelle, nous sommes des êtres spirituels. Et donc, nous avons besoin d'avoir aussi des espaces pour nourrir ça et pour pouvoir... faire ce lien entre la psyché et le cœur. Et donc, ça m'amène aussi à questionner l'éthique et le juste soin et la philosophie. Parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, c'est à force de vouloir repousser la mort, on est dans une médecine hyper médicalisante pour pouvoir à tout prix ne pas se confronter à notre finitude. On a perdu le sens du sacré, un peu de la vie et de la mort, de ces rites de passage un peu qu'on avait dans les religions, dans les traditions ancestrales, chez les peuples premiers aussi. Et donc, il y a aussi cette histoire de care et de cure. Est-ce qu'on est dans le soin ou dans le guérir, quoi? Est-ce qu'on prend... C'est une nuance qui est dans la littérature anglo-saxonne, mais qui n'est pas forcément perceptible pour le fond. Donc on a gardé ces termes-là, mais finalement c'est ça, on est dans quelle intention quand on est face à une personne malade? On est là pour la guérir, le cure, c'est les soins techniques. Le care, on est là pour prendre soin dans son humanité de la personne. Questionner aussi le rôle de la communauté en soutien, versus on est chacun dans notre petit coin, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais on a perdu ça aussi. Donc finalement, c'est comment vivons-nous ensemble? Parce que les grands-parents dans les EHPAD, les personnes avec un handicap, les infirmes moteurs cérébraux dans les IME, on a mis les gens malades dans des instituts et puis ils n'ont pas leur place, alors qu'ils ont une vie. Je vais finir. Et du coup aussi, dans ce côté un peu spirituel, la question du don, comment on se donne à l'autre, comment on fait du bénévolat, comment on s'investit de manière... Alors il y avait être capable de prendre soin de soi, mais comment on prend soin de l'autre aussi. Sans être médecin, sans être acteur, comment on fait du lien en fait, le lien c'est du soin.
Voilà, et on peut même tirer jusqu'à parler d'éco-spiritualité, qui est finalement une espèce de fil qui s'est déroulé de l'éco-psychologie, qui est de voir à quel point finalement, il y a des gens qui vont considérer que la nature avec un grand N, elle a sa place, et elle donne du sens, et elle fait du lien, et voilà, développer son écologie intérieure. J'aime aussi bien, de base il est journaliste, Michel Maxime Heger, qui a développé le concept du militant méditant. C'est qu'en fait, quand on est engagé en écologie, on est militant, donc on veut transformer l'extérieur, mais que si on ne se transforme pas de l'intérieur, en méditant, on ne tient pas le coup. Et donc les concepts d'éco-spiritualité et d'éco-psychologie, c'est aussi des réponses à l'éco-anxiété, parce que finalement la santé mentale en ce moment, c'est aussi pas mal les enjeux de l'environnement et cette éco-anxiété dont on parle tant, qui nous donne une certaine forme d'impuissance à ne pas pouvoir agir parce qu'on est tout petit dans un système écrasant, et finalement se trouver une place dans cette nature et dans ce système et dans cet écosystème de soins potentiels peut aussi changer la donne individuellement. Voilà, un petit panel de ce que moi je connais comme l'approche intégrative. Ciel Bleu, c'est une association qui est basée, initialement c'est des APA, des activités physiques adaptées, qui finalement développent énormément de séjours pour les gens malades, atteints de maladies chroniques, et ils intègrent les approches complémentaires, ils intègrent le social, ils font des séjours avec des formes vraiment alternatives, ils sont dans des projets de tiers-lieux aussi. Ça c'est le laboratoire de la transition, donc c'est méditant militant. Health United, c'est une association française qui a pris racine à Paris initialement, qui fait des formations en médecine intégrative et qui soutient la médecine intégrative pour partir vraiment, eux, dans comment infuser dans la médecine conventionnelle les approches intégratives. Donc là, eux, leur faisceau, c'est vraiment, on veut transformer le système. Donc ils font des formations, des DU, ils essaient de se mettre dans le modèle actuel pour rentrer et instiller une manière de penser différente. Elle a développé une MU-médecine, c'est une école de médecine intégrative pour les soignants. Et donc justement pour réfléchir à base de méditation autour de comment prendre soin. Voilà, je ne vais pas faire le tour de tout, mais et la Fabrique des Santé, je vous en ai parlé. Une petite temps réflexion collective et après on aura quasiment fini. Quelles ressources, valeurs, croyances, compétences personnelles pouvez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif, notre objectif d'une meilleure santé pour notre système de santé? Corps. Oui, aussi. On ne les respecte pas. C'est nos outils de travail et on n'en prend pas soin. Il y a quelque chose vraiment autour de l'éducation et du message qu'on passe sur ce véhicule qui nous transporte pendant quelques années et on essore de la même manière qu'on essore la nature. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous emmener un petit peu dans le futur, mais je pense que c'est pas la peine. Il y a plein d'idées et puis je vous laisse faire vous-même vos rêves et vos utopies autour d'une santé différente et effectivement laisser émerger des idées dans tous les coins pour soutenir, je pense, ce besoin, parce que le besoin il vient de nous, hein. Donc, et j'ai envie de rajouter un petit truc parce que j'ai pas insisté beaucoup dessus. J'avais mis directive anticipée, projet de soins. En fait, la manière dont on a en tant que patient un levier par rapport à la médecine en ce moment, c'est de poser nos limites, de prendre notre pouvoir, d'être capable de dire « je veux pas de ça, c'est pas vous qui allez décider, moi je veux autre chose. Je veux pas d'une surmédicalisation en fin de vie, que ça soit pour nous, pour nos proches, pour nos grands-parents, qui fassent pas des allers-retours aux urgences sur une civière pendant 24 heures et qui repartent dans leur EHPAD avec pas de soins. Et finalement être capable de réfléchir à ce qu'on veut nous pour notre santé et effectivement être capable d'aborder notre finitude ou éventuellement une maladie ou un handicap
avec lequel on serait capable de vivre, est-ce qu'on ferait le travail sur nous pour l'accepter et qu'on utiliserait les outils complémentaires pour pouvoir vivre avec notre maladie et pas forcément se sentir un déchet de la société qui sert à rien, tout ça, ça nous permettrait aussi de ne plus utiliser la santé et le système médical comme des consommateurs. Vous utilisez en psychiatrie. Ouais. Et quand c'est l'ordre des médecins qui interdit des pratiques qui sont valables pour les gens, on fait comment? Alors, l'ordre des médecins, il a son mot à dire. Après, il y a Mivilude aussi qui se mêle de ça. Il y a quand même des... Moi, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce que les gens qui pratiquent des approches complémentaires réfléchissent à leur éthique du soin et à leur manière de se positionner en tant que thérapeute. S'il n'y a pas cette posture-là, ça ne changera pas. Pour moi, c'est important de faire preuve de sa légitimité à offrir des approches complémentaires et d'être pertinent, ancré dans sa pratique et d'avoir une relation au patient qui part du bon endroit, d'une intention vraiment louable et qui n'est pas dévoyée. Et je pense qu'il y a un vrai travail de sécurisation et de réassurance autour des approches complémentaires, parce que oui, c'est pas prouvé par les sciences, et on peut en revenir de ces études basées sur la science. Même en tant que médecin, moi, je passe pas mon temps à les lire et je trouve pas ça forcément toujours pertinent, parce que les critères d'évaluation sont pas les bons. Mais malgré tout, je pense que si on se positionne et qu'on réfléchit vraiment sur notre posture en tant que pratiquant des approches complémentaires, moi je le vois beaucoup, parce que comme je travaille sur la posture du coach en santé et les psychologues travaillent aussi énormément là-dessus, sur leur posture et leur relation avec le soigné. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et après, c'est pareil, dans les approches et la manière dont les thérapeutes sont formés, il y a quand même un peu de tout. Donc il faut quand même avouer qu'on n'est pas toujours face à des vrais professionnels dans leur posture et dans leur manière d'être. Mais en réalité, moi, c'est là où je vois que la complémentarité et l'intégration est importante, parce que sinon, on est dans de l'alternatif. Vous avez entendu parler d'hydrotomie percutanée? Non. On guérit par exemple d'hernie discale ou de rétrécissement de canal lombaire sans se faire ouvrir le dos et avoir 40% de chance de finir en fauteuil roulant. Et il y a 54 médecins et 37 infirmières qui ont été convoqués par l'ordre des médecins avec interdiction de pratiquer ça. Donc, j'ai entendu ce que vous disiez, c'est chouette, mais il y a des fois où il n'y a pas moyen. Il y a des flics. Ouais. Et puis même avec tout le monde qui pourrait avoir une bonne intention, si on prend par exemple la phytothérapie, il y a parfois des interactions aussi entre des médicaments et une plante, où il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver en surdosage, etc. D'où l'importance de la confiance, parce que sinon on se retrouve avec le patient qui se retrouve avec deux traitements finalement qui l'intoxiquent, alors que chacun avait une bonne volonté. Mais parfois, rien qu'en chimie, tu as deux traitements qui t'intoxiquent. On est d'accord. Là-dessus, il y a iatrogénie avec des traitements chimiques aussi. Mais la réalité de la chose, c'est vraiment, en tout cas, je parle pour moi parce que c'est ma manière de voir les choses, c'est que si on a une capacité de se parler, de se coordonner et mettre le patient au centre, il faut aller avec ses croyances et avec ce en quoi il croit comme ressource pour pouvoir aller mieux. Si on ne croit pas le patient parce qu'on lui dit non, votre acupuncture là, ça ne va pas marcher, évidemment le patient il le fera, mais il y a un vrai bénéfice à valider, à légitimer ce en quoi le patient il croit. Si c'est de l'eau bénite, c'est de l'eau bénite. Et il est là en fait le regard et la manière de s'articuler, je pense, ensemble. C'est de dire le patient, il veut quoi, on en parle, et que ça soit le thérapeute aussi, parce que finalement le thérapeute il peut aussi être de très bons conseils. Ils ont plus de temps, ils recueillent plus de paroles, et ils ont aussi la confiance de leurs patients. Donc c'est important que le thérapeute il puisse avoir un discours qui est aussi intègre. Il y a une vraie notion d'intégrité selon moi. Voilà. S'il y a d'autres gens qui ont envie de rebondir. Je veux dire quand même qu'il y a des belles choses quand même qui se passent même sur notre territoire. Oui. Parce qu'on est plusieurs thérapeutes intégratifs à travailler ensemble. au sein de Carré Noël, au sein de Cario,